Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. À côté de moi se trouve un certain Thibaut de Coster. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom? Oui, merci. Il y en a beaucoup, c'est De Coster. Non, c'est De Coster, voilà. De Coster, bah, c'était une chance sur deux. Bon, bah voilà, c'était un peu ça. Alors, Thibaut de Coster, donc, a installer un indice dans son cadre qui renvoie à la thématique du très jour. Fin. Voilà. Une astuce très finot, oui. Voilà, vous avez 1 heure. En fait, j'ai décidé de ne rien dire là. Donc, c'est vous qui allez présenter le sujet et qui allez refaire l'émission. Et puis vous partez de la café, bah, très bien, faisons comme ça. Et je lance le générique de fin avec la petite chanson voilà, de Rio Bravo, très bien. Allons-y. Voilà, exactement. Banzai, c'est Coluche, c'est Dominique Lavanant, c'est Gérard Depardieu, mais c'est pas Dominique Lavanant, là c'est Inspecteur la bavure. Ouais. La bavure, oh là là, pardon, excusez-moi. Attention, vous avez 3 chances, hein. Au bout de 2 autres erreurs, j'arrête là. C'est n'importe quoi, la Banzai, c'est Valérie Mérès, pardon, oui. C'est... Oh là là, c'est honteux. Bah, sinon, je me décale comme ça, vous voyez un peu les noms. Non, surtout pas. Je veux pas voir. C'est terrible, c'est horrible. Bon, alors voilà. Mais surtout, et c'est un moment, vous le dites dans le bouquin, c'est que on a tendance à oublier qu'il y a quand même quelqu'un derrière la caméra. Qui plus est, c'est cette personne qui est derrière la caméra, elle écrit aussi. Et on a tendance à oublier que parce que ce sont des comédies, les comédies souvent sont portées par des visages, des corps, des voix, et très souvent ce sont des stars, donc on s'identifie à elles, à eux. On peut croire que c'est ces personnes-là qui ont écrit leur propre vanne, comme Coluche par exemple. Ouais. Mais tout cela est peut-être romancé parce que derrière il y a un gars, il s'appelle Claude Zidi, et c'est un cinéma d'auteur du coup. Et c'est un cinéma d'auteur. Alors là, merci beaucoup parce que purée, je vais même dire putain, allez, je suis fou aujourd'hui. Je vais dire putain, non, mais on a tendance à croire que parce que c'est un auteur, alors c'est un cinéma peut-être. Non, j'ai même pas de terme à cela parce que très souvent on associe auteur à des cinémas qui sont peut-être un peu plus chiants, un peu monotones, alors que tout cela ne veut rien dire, bien évidemment. Et effectivement, il y a un style, Zidi. Ça, c'est indéniable, et le dire, c'est même une autre cuidance. On peut ne pas forcément être à fond derrière Claude Zidi, mais on peut lui reconnaître cela. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Claude Zidi avec Thibaut Descoster, qui est écrivain, essayiste et qui a écrit ça. Et ça, c'est le cinéma de Claude Zidi. C'est fou. Alors, j'aime bien les sous-titres parce que c'est très important. Fou, insolent et facétieux. Tout de suite, très vite, c'est édité chez Leitmotiv. Je remercie Monsieur Jeunet, comme d'habitude, qui aide énormément à la conception des différentes émissions. On a rencontré beaucoup d'auteurs qui proviennent de cet espace assez important, de ce laboratoire d'écriture qui est assez fascinant. Je vais me taire parce que là, je commence à être un peu bavard. Pourquoi fou? Pourquoi insolent? Pourquoi facétieux? Pourquoi une envie comme ça de mettre un sous-titre pour expliquer ce qu'il est réellement? Parce que en fait, souvent on colle des épithètes peu reluisantes sur Claude Zidi finalement. C'est-à-dire que souvent il a été beaucoup malmené par les critiques finalement, avec ses films avec les Charlots, avec De Funès, avec Coluche. Banzai par exemple s'est fait étriller par la critique d'une manière assez épouvantable à l'époque de sa sortie. Et à chaque fois, donc moi je pensais qu'il y avait déjà besoin de réhabiliter ce cinéma, et du coup il fallait lui coller de nouvelles épithètes bien plus qui puissent mieux le caractériser. Donc fou parce que c'est un cinéma complètement fou. Quand on voit les gags visuels qu'il a inventés pour les Charlots, pour Pierre Richard, ou par exemple toutes les inventions qu'il fait, par exemple la machine à prendre dans les Soudoués, l'usine de malbouffe dans les Cuisses. Enfin bref, c'est vraiment un cinéma totalement fou avec des inventions totalement folles. Et insolent parce que c'est un cinéma très insolent. Il suffit de regarder les Soudoués, c'est l'insolence même. Les Ripoux, pareil. Et puis facétieux parce que ces films sont drôles, ces films sont amusants, et ces millions d'entrées en attestent finalement. Et surtout toutes ces rediffusions télé parce que c'est un cinéma qui est pérenne. C'est un cinéma qui a très bien marché à l'époque de sa sortie, mais qui fonctionne encore très bien à la télévision de nos jours. Mais ça, c'est grâce à justement son cinéma, à un cinéma d'auteur
Parce qu'il y a une vraie patte, un vrai style, et qu'il y a un vrai propos derrière, c'est-à-dire qu'il traite des phénomènes de société qui étaient vraiment de leur époque, c'est-à-dire la malbouffe, les bavures policières, et puis plein d'autres choses qui le sont encore maintenant. La malbouffe, on est encore en plein dedans, que les bavures policières, ne parlons pas. Donc c'est pour ça qu'il y avait, je pense, enfin, de mon point de vue, en plus, j'étais vraiment fan de ce cinéma et c'était un cinéma où il y avait vraiment un vide éditorial évident. Donc, je me suis dit, bon, bah, vu que j'ai envie d'écrire sur le cinéma que j'aime, forcément, je vais essayer d'écrire sur Zidi. Je vais l'envoyer aux éditeurs et puis on verra si ça marche. Et puis, grâce à Jean-François Jeunet, donc des éditions Leitmotiv, eh ben, ça a été possible. Et d'ailleurs, j'en profite pour le remercier. Je crois que j'ai jamais remercié. Donc voilà, je le fais ici. S'il m'écoute, merci. Voilà. Ouais, mais attendez, il y a un problème parce que lorsqu'on commence à essayer de vouloir se poser et d'écrire sur ces films fameux, c'est la fameuse expression de Jean-Louis Schaeffer, les films qui nous ont regardés. Voilà. Voilà. Mais il y a un moment, il faut aussi mettre de côté l'émotion et puis travailler intellectuellement la chose. Et comment on fait pour ne pas sombrer dans l'émotion facile? Comment vous avez fait? Comment vous avez créé cette distance? Voilà, bah, déjà en fait j'ai un petit mon cursus, j'étais en école de cinéma et donc on faisait pas mal d'analyses filmiques. Donc déjà ça permettait justement de mettre une distance entre nos émotions et puis ce qu'on regardait et finalement en fait justement j'avais plutôt besoin de comprendre les émotions que je ressentais en voyant ces films. Parce que c'est vrai que dans les cours de cinéma justement on étudiait tous les films, par exemple je dis n'importe quoi, Hitchcock, Antonioni, enfin tout ce qu'on considère comme des grands réalisateurs et d'ailleurs ils le sont. Mais je me suis dit, mais moi, j'ai envie d'étudier aussi le cinéma que j'aime. Le cinéma Claude Zidi, par exemple, il y a forcément des choses à creuser. Parce que j'avais vraiment besoin d'expliquer à moi-même, de comprendre pourquoi j'aimais autant ce cinéma-là. Et en fait, en essayant de l'étudier, bah, j'ai compris que finalement, il y avait plein de sentiments qui faisaient passer dans ces films qui me correspondaient beaucoup, qui me parlaient à moi. Par exemple, le fait de rejeter une image tout à fait contraire à ce qu'on est réellement, ça c'est quelque chose que je ressentais finalement. Et c'est exactement le thème des films avec Pierre Richard, avec des personnages où Banzai, par exemple, il se retrouve dans des situations inconfortables par sa faute, mais parce qu'on le comprend mal finalement et qui donne des mauvais signaux, il donne des mauvais codes. Et du coup, moi, j'avais vraiment besoin de... En fait, finalement, ce travail sur ce livre, c'était vraiment un travail où j'essayais vraiment de comprendre son cinéma et ça m'a permis de me comprendre moi-même aussi, finalement. Et ça explique aussi pourquoi ces films marchent autant et pourquoi, en fait, on rit autant devant ces films, parce que ce sont des films qui nous parlent. C'est des films où on peut évidemment se reconnaître, quoi, finalement. Alors, le bouquin est assez épais parce que vous prenez le temps vraiment de raconter sa vie. C'est une espèce de fil chronologique. On apprend beaucoup de choses, des choses qu'on ne pouvait pas, qu'on ne soupçonnait pas parce qu'on a tendance à avoir des idées, des a priori, surtout sur les cinéastes qui questionnent la comédie. Ça, c'est comme cela. Et alors que la comédie est certainement le genre le plus difficile dans le cinéma, oui, parce qu'il faut toujours garder le rythme. Et donc, on apprend pas mal de choses là-dessus, mais j'aimerais bien savoir un peu, je connais plus ou moins la réponse vu que j'ai lu le livre, mais d'où il vient. Oui, je suis un journaliste, c'est incroyable qui lit des livres. Bah c'est bien, mais ça arrive pas souvent. Oui, non, mais je me fais peur parfois même. Donc mais trop professionnel, faut plus lire les livres. Je me fais peur. Et donc, mais d'où il vient ce Claude Zidi? Parce que ses origines cinématographiques sont assez passionnantes. Oui, oui. Bah oui, parce qu'en plus, bah déjà, donc il est né dans les années 30 et puis donc il a débuté fin des années 50 et il vient pas du tout du milieu du cinéma. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, alors lui, on sait rien de sa vie parce qu'il est très secret. Donc lui, il aime pas du tout être devant la caméra. Justement, lui, il est derrière. Et d'ailleurs, je pense qu'on en apprend plus sur lui grâce à ses films qu'aux interviews qu'il aurait pu donner. D'ailleurs, il en donne très peu. Et du coup, de là d'où il vient, et bah lui, donc il vient d'une famille pas du tout dans le cinéma. Et lui, il allait par contre beaucoup au cinéma quand il était jeune. Souvent, il allait à vélo comme ça dans les cinoches, voir des films populaires, un peu de tout, mais surtout des comédies. Et mais jamais l'idée lui traversait l'esprit de faire du cinéma. C'était quelque chose tout à fait inatteignable. En plus, là, faut se remettre dans le contexte. Il avait une dizaine d'années dans les années 40. Enfin, je veux dire, c'est une époque où on n'a pas du tout... Les making-of, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de télé. Enfin, en tout cas, les actualités, c'était au cinéma et on voyait pas vraiment de tournage. Il y avait peu de films qui portaient là-dessus. Il y avait le Spoons, par exemple, mais c'était vraiment très, très abstrait. Et donc, il passe le bac. C'est l'année de son bac, il habite rue de Vaugirard. Donc, il arpente la rue de Vaugirard comme tous les jours. Et tous les jours, il passe devant une école de cinéma qui a l'air tellement vétuste qu'il pense qu'elle est vraiment fermée, quoi. Et puis, d'un seul coup, il voit un mec à une fenêtre avec une caméra.
Et là, il se dit, bah merde, en fait, ça se trouve, elle est peut-être pas fermée, cette école. Et donc, il rentre, il y a une secrétaire, il demande, mais elle est toujours ouverte, cette école? Oui, oui, bien sûr. Et comment on fait pour rentrer? Bah, il y a un concours d'entrée, là, vous le passez, et puis si vous êtes admis, bah après le bac, c'est bon. Je fais, ah bon, bah, alors, il essaye, il passe le test, il est tout à fait dans ses cordes, et puis bah, c'est comme ça qu'il rentre dans cette école. Et ce qu'il m'a dit, c'est que c'est une vraie chance, parce que si cette école de cinéma, qui était la seule en France, se trouvait dans la rue d'à côté, et ben il aurait fait autre chose, parce qu'il serait pas passé par là, et du coup c'est vraiment une chance inouïe qu'il a eue. Et donc il a fait 3 ans là-bas, il a fait un premier stage sur un film, un film en couleur qui s'appelle Marguerite de la nuit de Claude Autant-Lara, où il était stagiaire, où il pouvait développer les films couleur. C'était le seul à savoir le faire à ce moment-là, dans cette école-là. Donc il a été engagé là-dessus, il est sur le tournage, et quand il arrive sur le plateau, il est totalement paumé, parce qu'il sait pas du tout de quoi il en retourne. Il sait pas du tout à quoi ça ressemble un tournage, parce que bon, dans son école, c'était surtout de la théorie, et puis ils étudiaient sur du vieux matériel, et puis comme il disait avec humour, les profs qu'il avait, c'était pas forcément les meilleurs, parce que c'était ceux qui étaient au chômage, donc il y avait le temps de pouvoir enseigner. Et du coup, il se retrouve sur ce plateau, il n'arrive pas du tout à comprendre qui est l'ingé son, la caméra, qu'est-ce que c'est, la régie, pourquoi. Mais il apprend petit à petit sur ce tournage, où il est à mi-temps, c'est-à-dire que le matin, il est en cours et l'après-midi, il va sur le plateau. Et puis, à la fin du tournage, il y a un second assistant caméra sur le plateau d'à côté, c'est en studio, qui lui dit petit, là, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis stagiaire. Bah, écoute, tu veux pas faire deuxième assistant caméra pour moi? Parce que là, il me reste une semaine à tirer, mais si en fait, là, je peux pas faire un autre tournage qui commence maintenant. Tu veux pas me remplacer? Il l'a fait, et depuis, il s'est jamais arrêté de travailler finalement. Donc, il était deuxième assistant caméra, ensuite premier assistant caméra, ensuite, et sur plein de grands films en plus. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que lui, il cherchait pas à travailler avec John Wayne, par exemple, sur Le jour le plus long, ou sur un film comme Le Train, où tout lui tombait dessus finalement. C'est-à-dire qu'il a fait juste les bonnes rencontres, qu'il mettait sur les bons plateaux. Il a tourné aussi dans de grandes conneries, mais aussi sur de très grands films. C'est-à-dire que lui, il est là pour bosser, et il n'a pas arrêté de bosser. Et du coup, il s'est fait une vraie réputation de technicien. C'était un des meilleurs techniciens, finalement, un des meilleurs assistants caméra, à tel point qu'une fois qu'il a travaillé avec le directeur photo Jean Rabier pour Claude Chabrol, c'est Claude Chabrol qui lui a donné sa chance en tant que cadreur. Et là, il a pu justement travailler les cadres, pouvoir travailler vraiment derrière la caméra. Et en plus, avec Claude Chabrol, il a vraiment bien appris, parce que Chabrol, lui, quand il arrive sur un plateau, en tout cas à l'époque de Zidi, il disait à Zidi, bon, bah écoute, là, tu m'installes un travelling, ok, mais jusqu'où? C'est pas grave, t'inquiète, on verra après, installe-le. Et en fait, il savait pas trop ce qu'il allait encore faire, c'est-à-dire que le plan se travaillait quand il arrivait, et petit à petit, quoi, au fur et à mesure. Et finalement, ça a permis à Zidi de bien appréhender la mise en scène, et d'apprendre comment en fait composer un cadre, et comment composer un découpage aussi. Et puis après, il est devenu directeur de la photo. On lui a donné sa chance pour Élise ou la vraie vie, qui est un film vraiment à redécouvrir, un très beau film. Alors après, comme il m'a dit, bon, il est devenu directeur de la photo, parce qu'en fait, c'est ça la carrière d'un assistant caméra. Normalement, c'est d'aboutir jusqu'à directeur de la photo, chef opérateur. C'est-à-dire que c'est la personne qui éclaire le plateau et qui donne un peu la direction artistique, on va dire, quand même, du film au niveau de la lumière. Et lui, il n'avait pas de philosophie particulière, c'est-à-dire que lui, bon, il avait vu des types éclairés, bon, il l'a fait parce qu'on lui a proposé, que c'était le cursus normal, on va dire, mais en fait, il pensait déjà plutôt à faire de la mise en scène. Il était plus intéressé pour bifurquer vers la mise en scène plutôt que d'être directeur de la photo. Et d'ailleurs, ce qui lui a donné envie parce que oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est quand il allait voir des films au cinéma, étant jeune, sur son petit vélo, il voyait des comédies, des fois des grandes comédies où il s'amusait beaucoup, mais aussi des fois des comédies plutôt navrantes. Il se disait, mais pourquoi il y a ce gag-là qui vient pas là? Là, je vois bien ce gag arriver. Et du coup, il consignait ses idées dans un carnet. Il a continué comme ça, même en tant qu'assistant, sans savoir vraiment ce qu'il allait en faire un jour. Mais il s'est dit, peut-être qu'un jour, ça me servira. Et un jour, effectivement, ça lui a servi. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant avec Claude Zidi, c'est qu'il a une démarche qu'il n'était pas cinéphile, parce qu'il allait voir les films comme il venait, finalement. Il avait déjà une démarche, finalement, de créateur, c'est-à-dire de voir des films et déjà d'écrire dessus, d'écrire des gags qui lui venaient, des gags aussi qui lui venaient dans la rue, finalement. Et ça que je trouve intéressant chez Zidi, c'est que finalement, il a toujours été plus créateur que cinéphile dès le départ. Et puis, il a eu la chance de rencontrer Charlot, et c'est ça qui lui a permis de devenir metteur en scène, finalement. Mais ce qui est assez incroyable, pardon de vous avoir interrompu. Non. Mais juste ce qui est assez incroyable, c'est que on a tendance parfois, dans les années 60, donc qu'on le veuille ou non, il y a l'apogée de la nouvelle vague. Ouais. Les films fonctionnent, les films marchent
beaucoup moins que les auteurs espéraient, mais il a beaucoup travaillé avec eux, surtout. On parlait de Chabrol, beaucoup, avec beaucoup, même si Chabrol, c'est vraiment quelqu'un d'à part dans la nouvelle vague, dans tous les sens du terme, mais quand même, il a des idées qui rejoignent celles de ses confrères. Il a travaillé avec Varda, vous le dites, il avait Daniel Valcroze, ça c'est quelque chose d'incroyable, ça, Daniel Valcroze. Enfin, voilà. Mais là où je voulais en venir, c'est que Petit 1, qu'est-ce qu'il pensait de cette période de la nouvelle vague dans laquelle il évoluait, d'un point de vue, le lien qu'il avait avec les films, en l'occurrence, Petit 1 et Petit 2, est-ce que paradoxalement, il a appris le cinéma à cadrer et le sens du rythme à travers certains films dans lesquels il a joué, qui sont issus de la nouvelle vague, et ensuite il a fait autre chose. C'est ça que je trouve assez incroyable et beau à la fois, en même temps, beau à la fois. Donc c'est déjà pour le Petit 1. C'est que je pense que lui, il avait vraiment la tête dans le guidon. Donc lui, je pense qu'il avait pas du tout cette. Je pense qu'on travaille sur un film je pense qu'on travaille sur un film de la nouvelle, pas forcément de la même manière que sur une comédie ou quoi, mais disons qu'il était juste là en tant que technicien. Donc je pense qu'il était juste là. Voilà, il faut cadrer. Ou si on est assistant caméra, là je fais le point. Je pense que quand on est assistant caméra, c'est vraiment juste quelque chose de très technique, quoi. On est là pour faire le point. Quand on est deuxième assistant caméra, on est là pour charger les magasins, des choses comme ça. Alors que quand on est cadreur, c'est là où je pense que c'est là où il a vraiment appris. Du coup, c'est plutôt avec Chabrol, des gens comme ça. Et du coup, les films de la nouvelle vague, tout ce cinéma-là, je pense qu'il n'avait pas de regard là-dessus. Je pense qu'il est vraiment son regard, ce qu'il a poussé vraiment vers la comédie, c'est vraiment son amour de la comédie, des films qu'il a vus. Parce que il a aussi travaillé sur des mauvais films. Par exemple, Poussez pas grand-père dans les cactus, Jean-Claude Dague. Et je pense que c'est par contre sur ces mauvais films-là qu'on peut un peu mieux apprendre de se dire, moi, j'aurais pas fait comme ça. Cette connerie-là, j'aurais pas faite. Et je pense qu'il a plutôt appris peut-être sur les mauvais films, en voyant ce qu'il ne faut pas faire, plutôt que sur les bons où c'est déjà très bien, quoi, finalement. Mais voilà, je pense que sa relation avec la nouvelle vague est vraiment, j'ai l'impression, je peux pas parler à sa place, mais de ce que je ressens, en tout cas, elle est purement technique, quoi. Je crois que c'est vraiment ce qui lui a appris, à faire un bon découpage, parce que comme on disait, Chabrol, c'est pas Godard, quoi. Chabrol, c'est quand même très cadré, c'est des découpages quand même assez, c'est très cadré, quoi. Donc, je pense qu'il a plutôt appris la rigueur d'un Chabrol, la rigueur de ces réalisateurs-là. Et puis après, il a appris des conneries des mauvais réalisateurs avec qui il a travaillé. Je pense que c'est plutôt ça. Donc, comme vous le disiez, comme vous l'écrivez, effectivement, avec les Charlots, il commence à se lancer dans le cinéma en tant que créateur. C'est lui qui écrit. Ça se passe comment d'abord le concours de circonstances qui fait qu'il travaille avec les Charlots, son premier film? En fait, c'est même au départ, c'est même plus le Philippe Clair. Donc, Philippe Clair, alors ça, il faudra en parler. Et ça, il faudra parler de Gilles Bottineau qui a fait un livre avec lui. Ça, il faudra l'inviter. Parce que non, c'est formidable. Il y a un livre sur Philippe Clair. Oui, qui vient de sortir un livre d'entretien, c'est à titre posthume parce qu'il nous a quittés en fin d'année dernière. Et Gilles Bottineau, a fait un livre d'entretien avec lui, c'était avant sa mort, donc ça vaut le coup de. Eh bien, écoutez, moi, je ne monte rien, c'est-à-dire que l'émission comme telle, elle va être publiée, donc tout le monde le verra. Je promets qu'à la rentrée, on fera une émission sur Philippe Clair. Moi qui suis né grâce à la nouvelle vague, mes origines cinéphiles, la nouvelle vague, mais Philippe Clair, il faut en parler quand même, c'est important. C'est bien. C'est parfait. Voilà, rendez-vous est pris, c'est très bien. Avec Philippe Clair. Donc Philippe Clair, du coup, c'était malheureusement il nous a quitté, un juif pied noir immigré qui a fait le conservatoire. Il était dans la même classe que Belmondo, que les Girardot, enfin bref, et il a eu un prix. C'était un excellent comédien. Alors pour vous resituer, c'était un mec avec une grande faconde. C'était un mec qui parlait il jouait de son accent. Son humour était basé justement sur son accent et sur le fait de détourner des expressions françaises, un peu comme fera Jamel Debbouze plus tard finalement, en les détournant et tout. Et puis, c'est un mec qui faisait beaucoup de théâtre. Et puis, il a eu l'opportunité de faire un premier film qui s'appelle Déclic et Déclac en 64 avec Annick Girardot. Et c'est sur ce film-là, ça se passe assez mal. Donc, il est réalisateur, il l'a écrit et il joue dedans. Et puis, ça se passe mal avec son directeur photo. Ils s'entendent pas du tout parce que Philippe Clair, c'est un humour, qui va franco, quoi. C'est-à-dire, c'est un vrai rouleau compresseur.
c'est pas très finaux, mais bon, enfin moi je dis ça, mais j'adore son cinéma, mais on peut que le reconnaître, voilà. C'est des gags burlesques qui mélangent justement un humour juif pied noir avec des gags burlesques qu'on n'a jamais vu ailleurs, ce qui fait vraiment son style. Mais avec son directeur photo, ça ne marche pas parce que c'est pas Philippe Clair, c'est pas un réalisateur. Enfin, lui, il est là, il veut que ça aille vite, il veut faire ses gags, et puis alors que le directeur de la photo est là, mais non, mais attends, calme-toi, il faut que j'aie le temps d'éclairer. Là, si on le fait comme ça va pas. Moi, je voudrais faire un autre plan là, mais on s'en fout, vas-y, il faut y aller. Ça ne marche pas, et ils sont en retard sur le planning. Il y a une semaine de retard, et le directeur de photo dit, mais ta semaine de retard, je la ferai pas. Je m'en fous, je me casse, j'ai un autre projet, tu te démerdes. Bon. Alors, donc, le directeur de production qui lui dit, bah, écoute, je connais un mec, Zidi, il est libre, tu vas le prendre, il va te faire la photo et le cadre. Comme ça, déjà, ça fait des économies pour la production. Et puis, Philippe Clair dit OK. Et puis, ça se passe très bien parce que Claude Zidi, lui, c'est un mec très posé, très calme. Et puis ça, le courant passe bien avec Philippe Clair, et du coup avec Claude Zidi, et Philippe Clair était très étonné parce que Zidi c'était un homme qui va vite aussi. C'est-à-dire qu'il a tellement de technicité, c'est un mec qui a fait plusieurs cinquantaines de films, il est rodé. Donc quand il arrive, Zidi, il est clair en même pas une heure, et puis il sait où il met la caméra, et puis hop, ça file quoi. Donc Philippe Clair, il est étonné que ça aille aussi vite. Donc le courant passe bien entre les deux, et Clair, donc le film ne marche pas. Donc ça, c'est un problème. Donc du coup, il est tricard. Non seulement le film a de mauvaises critiques, et en plus, le film ne marche pas. Donc Philippe Clair a beaucoup de mal à monter son prochain film, qu'il écrit. Et mais bon, une fois qu'il a fini de l'écrire, il se dit, bah, faut quand même que je fasse le découpage technique, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. On écrivait le scénario, et sur le scénario même, on mettait les plans. On mettait plans serrés, plans larges et tout. C'était comme ça avant. Et du coup, il se dit, bah, tiens, je vais engager Zidi encore. Comme ça, tu vas venir avec moi, Zidi. On va faire le découpage technique ensemble. Et là, du coup, Zidi, il dit, bah ok, pas de souci. Et en regardant le scénario, en travaillant avec Clair, Zidi trouve des gags, un peu comme devant les films qu'il regardait avant, finalement, au cinéma. Il se dit, merde, pourquoi ce gag-là ne vient pas? Et là, il lui dit, bah tiens, là, tu pourras mettre ce gag-là, là, tu pourras mettre un gag ici. Et Philippe Clair dit, ah ouais, c'est pas mal, pas mal. Et du coup, il devient co-scénariste, Zidi. Surtout qu'à un moment, Philippe Clair devait partir à l'étranger. Du coup, Zidi finit le scénario. Et il devient officiellement co-scénariste. Alors, il ne signe pas de son nom, parce qu'il se disait, merde, Zidi à la photo, Zidi au cadre, Zidi au scénario, ça fait beaucoup de Zidi pour un seul film. Donc, il change son nom en Claude Reims. Alors, un peu oui, c'est en hommage au grand acteur de second plan Claude Reims. Il change juste l'orthographe pour que ça devienne plus R-A-I-N-S comme le Claude Reims de L'Homme Invisible et tout, et de Casablanca, mais Claude Reims, la ville. Donc lui, il m'a dû sûrement en référence au champagne, parce qu'il aime bien cette boisson. J'ai dit comme ça. Et du coup, donc il devient co-scénariste du film. Et il est sur le plateau avec les Charlots. Faut savoir d'ailleurs, c'était un film qui n'était pas prévu pour les Charlots, c'était un film qui était prévu pour l'équipe Déclic et Déclac. Mais comme le film n'avait pas marché, il n'arrivait pas à monter le film sur son nom, Clair. Et finalement, le producteur, Michel Ardan, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il a produit ce film parce qu'il croyait que c'était un film écrit par Michel Audiard. Parce que Philippe Clair, pour lui vendre son scénario, vu qu'il était tricard partout, il lui a fait croire que c'était écrit par Michel Audiard sous un prénom, mais Audiard, il n'osait pas dire que c'était lui parce que c'était un film très burlesque et tout. Et du coup, Ardan a acheté le scénario et Philippe Clair lui dit, bah non, en fait, c'est pas Audiard, c'est moi. Donc, il était fou furieux, mais il avait un scénario acheté, donc il fallait bien le produire. Et Ardan a dit, bon, bah écoutez, puisque c'est comme ça, je veux bien vous produire votre connerie, mais ce sera pas avec vous, ce sera avec ces types-là que je viens de découvrir à la télé, les Charlots. Ils ont fait marrer mes enfants, je pense qu'ils feront marrer la France entière. Vous étiez 3, un trio, bah là, ils sont 5, vous rajoutez 2 personnages, vous divisez un peu les gags, vous les répartissez sur les 5 personnages, et puis hop, ça fera la grande Java. Et du coup, c'est comme ça à l'époque. Et du coup, voilà comment l'histoire est partie, quoi. Et Zidi se retrouve en tournage avec les Charlots. Les Charlots, Philippe Clair, en plus, ça ne marche pas du tout ensemble. Et ils s'engueulent. En fait, les Charlots, pourtant, ils sont très profil bas. Hein. C'est la première fois qu'ils font du cinéma. Pour les resituer, c'était un groupe de musique des années 60. Des bons musiciens, de très bons musiciens. Mais oui. Oui. Au départ, c'est eux qui accompagnent Antoine dans les élucubrations. On les voit dans le clip. C'est ça, sous le nom des problèmes. Et en fait, c'était d'excellents musiciens. D'ailleurs, au départ, ils n'étaient pas du tout destinés à devenir un groupe parodique, quoi. Au départ, ils voulaient faire du rock, ils voulaient faire du jazz. Enfin, c'était des vrais icos, quoi. Puis des icos, du costaud. Et puis, finalement, donc ils ont fait, les chansons avec Antoine. Puis finalement, ils ont commencé par faire une chanson parodique qui a marché. Sous le nom des Charlots, et du coup ils ont continué comme ça à faire d'autres parodies, ils sont devenus connus, mais ils n'avaient pas encore fait de cinéma, et puis alors, le producteur Michel Ardan leur propose la grande Java, ils acceptent, et donc ils sont sur le plateau, ils sont un peu dans leurs petits souliers, ils savent pas trop comment ça se passe, mais par contre ça se passe mal avec Philippe Clair, il y a plein de gags qu'ils trouvent trop outrés, qu'ils n'aiment pas, ils apprécient beaucoup jouer avec Francis Blanche, qui est la star du film,
qui était lui très connu pour l'époque pour faire beaucoup de grosses conneries aussi. Un immense comédien, un très grand humoriste, mais qui malheureusement n'a pas eu la chance de rencontrer, de faire un cinéma un peu plus intéressant, à part pour les Tontons Flingueurs ou des films comme ça. Mais toujours est-il qu'avec Philippe Clair, ça se passe mal, mais ça se passe très bien avec Zidi. Et d'ailleurs, ce que me racontait un des co-scénaristes chers à Zidi, Didier Kaminka, quand ça se passe mal en tant que comédien sur un tournage avec le réalisateur, le comédien se tourne vers le cadreur chez FOP. Parce que c'est un peu sa bouée de sauvetage, quoi. C'est-à-dire que quand il sent que le réalisateur n'est pas au point, il essaye de voir dans l'œil du cadreur s'il est bon, si ça va. Et du coup, les Charlots, c'est ce qui se passe avec Zidi. Zidi, lui, parce que Philippe Clair, lui, c'est le réalisateur, mais il est là plutôt pour donner le ton du film. Et Zidi, il est là pour cadrer. Il fait la lumière, il fait le cadre, il est là pour les mettre dans le même cadre, pour un peu organiser l'espace et prévoir le découpage technique en fonction du montage à venir. Et du coup, les Charlots s'entendent vachement mieux avec Zidi. Et d'ailleurs, après le tournage, ils font des parties de poker, ils vont au casino. Enfin bon, ils font les 400 coups. Alors que Philippe Clair, lui, s'entend pas du tout avec eux. Les Charlots refusent de faire certains gags, donc il y a des engueulades. Et Zidi, lui, plutôt, toujours la force tranquille, le calme, il est là pour tempérer les choses, essayer de faire en sorte que le tournage avance. Et du coup, oui, ça se passe très mal entre eux. Les Charlots n'assument pas le film, mais le film sort et contre toute attente, même des distributeurs ou du producteur, le film cartonne. C'est-à-dire quasiment 3,5 millions d'entrées. Donc du coup, en général, quand c'est comme ça, le succès arrange tout. C'est-à-dire que quand un film ne marche pas, oui, les engueulades restent, mais dès qu'un film marche, normalement, ça va mieux, quoi. Et le producteur veut donc Philippe Clair fasse sa deuxième film avec les Charlots, ce serait La Grande Mafia, et Philippe Clair a créé un pavé comme ça, au moins 300 pages de scénario, les Charlots reçoivent le scénario, ils disent « c'est de la merde encore ». Et ils disent au producteur « ok, on veut bien faire un deuxième film, mais pas avec Clair. Par contre, on veut bien en faire un avec Zidi ». Mais Zidi, il est pas réalisateur, bah, comme ça, il va le devenir. Hein. Alors, ardent, le producteur, il téléphone à Zidi, il fait « bon, écoutez, mon vieux, là, les Charlots veulent tourner un film avec vous, est-ce que vous avez un sujet ?» Alors Zidi répond oui, parce que dans ces cas-là, faut toujours dire oui, alors qu'il n'a pas de sujet. Donc il venez dans mon bureau demain avec votre scénario, avec votre idée de film sur deux pages. Bon, donc la nuit il travaille sur les Bidas en folie. Il sait pas du tout ce qu'il va faire. Zidi il se dit bon, alors c'est quoi les Charlots? C'est la force, l'armée c'est la force. L'armée, c'est la discipline et Charlot, c'est l'indiscipline. Bon, on va faire ça, les Charlots à l'armée, les Bidas en folie. Et il donne l'idée à Michel Ardan. Michel Ardan dit, OK, bah, c'est bon, c'est parti. Zidi écrit le film en 1 mois, il le tourne en 1 mois et demi, et puis le film sort. Et puis c'est un immense carton, plus de 7 millions d'entrées. Et la carrière de Zidi est lancée, quoi, en tant que réalisateur. Alors, on va les nommer. Il y a les Bidas en folie en 71, les Fous du Stade en 72, le Grand Bazar en 73, la Moutarde de Montonnet, les Bidas en Montaguet en 74, la course à l'échalote en 75, la course à l'échalote, c'est avec Pierre Richard et Jane Birkin. Donc voilà. Et il y a en 76, il y a La Loula Cuisse avec la musique de Vladimir Cosma. En 77, il y a l'Animal avec Bebel. En 78, c'est la Zizanie avec Annie Girardot, si je ne me trompe pas. C'est ça. Un film incroyable sur l'univers du travail. Oui, sur l'écologie et et après sur les élections aussi, finalement. Exactement. En 79, il y a Bête mais disciplinée. En 80, il y a Les Sous-doués. J'arrête là. Les années 70, est-ce que c'est réellement l'âge d'or chez Zidi? Bah, même les années 80, hein, finalement. Enfin, on dira du début de sa carrière jusqu'au milieu années 80, jusqu'au Ripoux, on peut dire, quoi. Les Ripoux, oui, c'est même le point d'orgue, c'est là où il a plusieurs Césars, donc c'est quand même fou d'ailleurs que Zidi reçoive 2 Césars, César du meilleur film et du meilleur réalisateur, quoi. Alors que c'est un mec vraiment qui était conspué tout le temps, mais c'est aussi je pense que c'était aussi un cri d'amour de la profession envers lui. C'est un homme très aimé, très apprécié. Le film est très bon, hein, aussi. Mais je pense que la profession aussi, c'était une certaine manière de lui faire un cadeau et de lui dire, ouais, là, tu fais vraiment un bon cinéma. Tiens, regarde, là, on t'offre le prix. Et d'ailleurs, il était très surpris. Mais du coup, oui, l'âge d'or mais c'est quand même dingue d'ailleurs qu'on puisse dire que l'âge d'or d'un réalisateur s'étale sur 15 ans, quoi. C'est-à-dire que c'est de son premier film qui fait plus de 7 millions d'entrées. Après, ça n'arrête plus. Il faudra attendre Bête mais discipliné en 79, donc 8 ans, pour qu'il ait son premier bid. C'est-à-dire un bid à quoi 600 000 entrées. Alors que juste avant, La Zizanie, qui était déjà considéré comme un succès plutôt moyen, lui était un peu plus de 2 millions, quoi. Et déjà à 2 millions, on commençait à dire, pour un Zidi, c'est pas très fort. Mais il y a quand même toute cette période-là où vraiment il cumule succès sur succès. Par exemple, en 74, il fait 2 films, La Moutarde de Montonnet et Les Bidas en vont en guerre, qui sortent à 2 mois d'intervalle. 2 mois d'intervalle, on a 2 Zidi qui sortent, et c'est 2 gros succès, 2 succès à plus de 4 millions d'entrées. C'est quand même fou. Enfin, je veux dire, puis il y a même eu une année comme 1980 où on a
au sommet du box-office, on a Les Sous-doués et Inspecteur la bavure côte à côte, quoi. C'est un truc de dingue, c'est jamais arrivé dans l'histoire du cinéma. Donc un âge d'or comme ça qui dure sur 15 ans, c'est qu'il y avait forcément quelque chose à creuser là-dedans et qu'il y avait forcément des thématiques récurrentes, il y avait un vrai cinéma d'auteur, quelque chose qui... Un cinéma ne peut pas marcher autant sans qu'il y ait vraiment quelque chose derrière, sans que ce soit un vrai cinéma d'auteur. Donc c'est pour ça qu'il me semblait intéressant justement d'écrire un livre là-dessus pour essayer d'explorer les thématiques et de voir ce qui fonctionne, ce qui fait la patte, le style zidien finalement. Mais tous ces films-là que vous évoquez, c'est vrai, vous avez raison, j'aurais pas dû peut-être m'arrêter au Sous-doué, il faudrait peut-être continuer encore 4-5 ans, donc c'est-à-dire en 80 les Sous-doués, en 82 les Sous-doués en vacances, en 83 Banzai, 84 les Ripoux, et les Rois du Gag peut-être aussi en 85. Mais oui, c'est tellement intéressant que les Rois du Gag sortent juste après les Ripoux. Mais aussi, il faut savoir que quand il fait les Ripoux, Zidi, donc il commence les Rois du Gag avant même que les Ripoux sortent. Et d'ailleurs, en plus, les Rois du Gag, c'est un vieux projet qui se traîne depuis longtemps. C'est-à-dire que après Banzai, qui est un film avec Coluche, burlesque, où franchement on y va franco, beaucoup de gags, un film d'aventure et tout, gros succès populaire d'ailleurs, plus de 3,5 millions d'entrées. Là, d'un seul coup, il devait faire un film avec Depardieu qui devait s'appeler Ma femme me quitte. Et finalement, Depardieu ne peut pas le faire. Et comme Zidi, lui, fait ses films sur ses vedettes, justement, vous disiez tout à l'heure que c'était un cinéma de visage, de corps. Et ben justement, lui, Zidi, sa matière première, c'est l'acteur. C'est-à-dire que quand il lance un projet, c'est sur un acteur, c'est sur un comédien. Ensuite, il va trouver un sujet, un phénomène de société à traiter. Et puis après, il y a sa patte qui vient avec son style de gag visuel, avec ses inventions totalement folles. Et là, ça donne un film de Zidi. Et là, donc, vu qu'il a plus de Depardieu, il a plus de film possible. Même s'il avait déjà envisagé peut-être de le faire avec Delon, mais là, il ne voit plus du tout. Il voit plus du tout comment faire ce film. Il est au Festival de Cannes et il rencontre par hasard Simon Miquel, qui est un ancien flic, qui commence à faire des scénarios. Et qui lui parle des ripoux dans la police, de ces flics qui arrondissent leur fin de mois en faisant les petites combines, en rackettant les commerçants. Et Zidi se dit putain, ripoux, oui, ça veut dire pourri en verlan. Et là Zidi se dit ça ferait un bon titre de film. Et du coup il se dit j'ai écrit un film avec toi, là-dessus sera mon prochain film. Et comme il est dans sa période Banzai, et au départ les ripoux c'était vraiment un film burlesque, comme il dit Zidi, c'était un peu les Charlots au commissariat quoi. C'était vraiment un film de gag les ripoux au départ. Et puis il a vu que ça ne marchait pas et puis ça faisait quand même depuis 71 qu'il faisait que des comédies burlesques. Zidi avait envie d'autre chose quoi. Et puis il se dit là j'ai un vrai sujet quand même là. Et puis ça ne marche pas le scénario. Alors qui sait quel comédien pourrait le jouer? Et là quand il voit Philippe Noiret dans leur imagination, ils se disent on peut plus faire un film à gag. Donc là il faut lui inventer un passé, il faut construire une vraie intrigue, un vrai personnage. Et là ça devient un film plus sérieux que ce qu'il avait l'habitude de faire avant, Zidi, de ce qu'il faisait depuis 14 ans quoi. Et donc il voit que il est un peu déstabilisé d'ailleurs Zidi parce qu'au rush, normalement dans ses anciens films, en fin de journée, il voit les rushs de la journée d'avant du tournage. Les gens rient parce que c'est le gag visuel, donc l'équipe se marre et tout, se gondole, alors que à la projection des ripoux, au rush, personne rit parce que c'est un humour qui vient en fait des séquences qui s'enchaînent entre elles, et puis c'est un comique de situation, c'est un comique qui c'est drôle quand on voit le film entier, pas forcément en voyant des petits bouts quoi. Enfin c'est pas comme ces films d'avant. Donc il se dit je sais pas trop si ça va marcher là. Donc il ressort un peu de ses terroirs une idée où il se dit bon, je sors les ripoux, on essaye parce qu'en plus ils sont seuls producteurs, ils produisent à 100%. Je prends le risque des ripoux, mais si ça marche pas, c'est pas grave. Il y aura les Rois du Gag derrière, qui est un film vraiment burlesque. Et là ça devrait marcher. Et Rois du Gag, en plus, c'est un film qu'il avait prévu au départ, à la fin des années 70. C'était Fechner, son producteur, qui voulait faire un film aux États-Unis. Donc, il voulait réunir Pierre Richard, Louis de Funès, avec Gene Wilder et Mel Brooks. Donc, ça devait être un film, c'était ça, les Rois du Gag au départ. Et puis, finalement, ça s'est pas fait. D'ailleurs, Fechner a toujours eu ce rêve américain. Plusieurs fois dans sa carrière, il a essayé de faire des films aux États-Unis, il n'a jamais réussi. Tant pis. Mais du coup, il a recyclé cette idée pour faire un film avec Coluche ensuite, qui serait appelé Le Couillon, où en fait c'était un mec où il devait jouer déjà entre l'imagination du mec d'un acteur en galère et de sa vraie vie, c'est-à-dire qu'il mélangeait un peu les situations qu'il vivait dans le film avec ce qui se passait dans sa vie. Puis finalement, le sujet ne se fait pas. Ensuite, il se dit, je vais faire le film pour les Charlots. Donc, il voulait juste le produire, puis finalement, un problème de contrat fait qu'il ne peut pas le faire avec les Charlots. Et donc là, il se dit, ok, maintenant, je peux faire les Rois du Gag. Je vais le faire, comme ça me permet d'avoir une petite ceinture de sécurité
Il le fait, et puis en fait, les ripoux obtient 2 Césars, quoi, 3 Césars. Et en plus, c'est un énorme succès, donc il est totalement déstabilisé. C'est-à-dire que les ripoux sort pendant le tournage des Rois du Gag. Il se dit, merde, en fait, les ripoux, ça marche à fond. Ça se trouve, je vais me viander avec les Rois du Gag, là, que je fais en ce moment. Du coup, ça devait pas être facile pour lui de garder la tête dans le guidon, de faire son film, les Rois du Gag, en se disant, merde, je crois que je me suis trompé. Je crois qu'en fait, faut vraiment continuer dans la veine des ripoux, quoi. Et ce qui a donné d'ailleurs, en plus, les Rois du Gag, un film vachement bancal. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, il a ses 3 Césars et 2 ou 3 mois après sort les Rois du Gag. Donc toute la critique est déstabilisée parce que toute la critique qui disait avec les ripoux, Zidi est enfin devenu un grand metteur en scène. Dès que les Rois du Gag sortent, et ben les critiques disent c'est bon, on revient à normal. En fait, c'était une erreur de parcours les ripoux, quoi. En fait, il est vraiment toujours au même niveau, quoi. Et du coup, c'est un peu les Rois du Gag lui-même le dit qui a fini cette période burlesque. De toute façon, il disait, j'arrivais à la fin de mon carnet de gags. C'est-à-dire, je notais plus de gags, de toute façon, à cette époque-là. Et donc, c'était un peu un film testamentaire, finalement. C'était vraiment la fin de l'ancien Zidi, et avec les Rois du Gag. Et après, on entre dans une nouvelle période où c'est plutôt des comédies de genre, où il va mélanger, par exemple, le film de suspense, le thriller, le polar, à la comédie avec Association de malfaiteurs, à la comédie dramatique avec Deux, qui est un très grand film, très très grand film que j'adore. Alors là, c'est mon préféré de Zidi. Bah pareil, voilà. Mais je pense préféré. Bah oui, ouais, non. Il est magnifique, franchement, analysé et tout. Il est super, avec des plans formidables, et puis un vrai propos en plus, c'est vraiment, non. Voilà. Et du coup, après, il s'essaye au polar avec Profil Bas, mais il n'y arrive pas trop. Ensuite, il y a le fameux Astérix. Et puis après, bon, après, les derniers films sont un peu moins intéressants, mais souvent, c'est comme ça avec les réalisateurs. Il y avait la Totale aussi, mais bon. Ah, bah oui, la Totale qui devient True Lies. Qui vient True Lies, oui, c'est vrai que. Mais quand on parlera peut-être, on va en parler de cette deuxième période, ça c'est évident. Mais entre donc 71, 72 et 84, 85, 86, 2 questions. Est-ce que, déjà, c'est quoi le style Zidi à ce moment-là? Alors, s'il a évolué, on en a un peu parlé, vous l'aviez un peu évoqué, est-ce qu'il a évolué? Et puis surtout, ce qui m'intéresse aussi, c'est que nous savons que c'est un... En fait, ce qui est incroyable dans cette émission, c'est qu'on parle d'un cinéaste dont on n'a pas besoin forcément de détailler, par exemple, les synopsis des films, ou parce qu'il est tellement connu, c'est tellement connu que c'est même rentré dans le quotidien des gens que c'est très très particulier. Donc on sait que je crois il a généré en tout et pour tout plus de 80 millions voilà, c'est donc c'est le 3e réalisateur le plus populaire, voilà, derrière Une Belle et Verneuil. Derrière Une Belle et Verneuil, voilà, c'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est marrant parce qu'Une Belle n'avait pas aussi il se voyait pas producteur, cinéaste dans sa vie. Il avait vraiment d'autres. Il a commencé à 50 ans. Il était maître verrier avant. C'est formidable, quoi. C'est assez incroyable. Alors que Verneuil, effectivement, ça c'est différent. Mais quoique ils se rejoignent, c'était aussi. Ils ont commencé par être techniciens et ensuite ils ont commencé par faire des films. La critique. La critique, c'est ça ma deuxième question. Ça m'intéresse parce que vous en parlez. J'en fais un chapitre. Voilà, et puis parce que ça me parle aussi un petit peu, la critique, donc j'ai envie de savoir exactement ce qu'on lui a reproché durant ces 15 ans. Et moi, je me suis... Mais oui, bon, peut-être. Mais comme vous êtes plus intelligent que ça, vous allez développer, parce que ça, c'est facile de dire avoir du succès. Voilà, ça, c'est très, très facile. Ça, c'est les gens qui disent ça dans les comptoirs de bar, et encore, les comptoirs de bar, on trouve des choses beaucoup plus extraordinaires. Non, il y a d'autres idées. Mais par exemple, il y avait quelque chose qui revenait souvent quand je me suis intéressé effectivement à les critiques sur ces films, c'est que on lui reprochait plusieurs choses, mais il y avait parfois aussi une espèce, on lui disait, vous avez une manière de regarder la société sans avoir vraiment ouvert les fenêtres, c'est-à-dire que parfois il y avait un peu de racisme ordinaire, un peu d'homophobie ordinaire, un peu des choses comme ça. Et moi, je suis très content que vous soyez là, je suis très content que ce livre existe, parce qu'il faut aussi peut-être parler un peu de cela, histoire de bien évacuer les choses. Donc, petit 1, quel est le style Zidi pendant ces 15 ans, et puis surtout, petit 2, la critique.
Ouais, bah déjà le style Zidi il puise déjà son inspiration dans les premiers films, dans les films de la première époque, quoi, dans les films muets, c'est les Buster Keaton, les Harold Lloyd, c'est-à-dire vraiment un film basé sur les gags visuels, c'est-à-dire vraiment sur les gags où un mec par exemple se prend une porte, mais après il tombe et ça fait tomber tel machin et puis ça donne une réaction en chaîne comme ça de gags, des gags physiques du coup qu'on n'avait plus l'habitude de voir au cinéma justement. Donc il a remis ça vraiment au goût du jour, surtout en plus début années 70, il y a beaucoup de réalisateurs qui aimaient beaucoup cette période-là de comédie, mais qui ne s'y sont pas essayés. Zidi, il a vu que le créneau était là, était dispo, il l'a pris. Et ça a plu au public d'ailleurs. Mais il l'a mis au goût des années 70, c'est-à-dire que ce sont des gags physiques, très visuels, mais vraiment très ancrés dans l'époque années 70. Et du coup, pour que ce soit moderne, on va dire, eh bien, il colle ça à des phénomènes de société. Voilà. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, c'était un cinéma comme ça, très visuel, pas vraiment de dialogue, c'était vraiment très physique. Et ce qui va changer son style, c'est vraiment l'arrivée de Pierre Richard en 74. Il a fait 3 films avec les Charlots, Zidi, 3 films qui cartonnent absolument. De cette manière-là, donc avec ses gags physiques, avec ses inventions visuelles totalement folles. Et d'un seul coup, ses producteurs, Fechner et Berry, travaillaient beaucoup avec Pierre Richard. Et ils ont dit à Pierre Richard, tu devrais faire un film avec Zidi. Pierre Richard, lui, il est pas trop pour parce que lui, il est déjà beaucoup étrillé par les critiques, Pierre Richard. Il se dit, si en plus c'est un film avec Zidi, qui lui est la cible privilégiée des critiques, alors là, c'est vraiment donner le bâton pour me faire battre, quoi. Et puis finalement, bon, il lui propose tellement d'argent qu'il accepte. Mais aussi, Richard aime beaucoup Zidi. D'ailleurs, ils ont débuté quasiment ensemble. Ils devaient faire un court-métrage ensemble, alors que lui était juste jeune acteur, pas encore connu, et que Zidi était technicien. Ils s'étaient rencontrés sur 2 films, Un idiot à Paris de Serge Corbert et sur une série télé, L'Agence Intérim, où ils se sont rencontrés, ils sont découverts des atomes crochus, ils ont voulu écrire un court-métrage ensemble qui ne s'est pas fait, où Zidi devait être scénariste et cadreur chez FOP, et Pierre Richard jouait dedans et être réalisateur. Finalement, ça n'a pas pu se faire. Et du coup, quand Pierre Richard arrive dans la danse, quand Pierre Richard lui dit, bah écoute, Zidi, là, tu peux faire Claude, tu peux faire un film avec Pierre Richard. Et bah là, Pierre Richard dit, ok, je veux bien faire un film avec Zidi, mais par contre, je veux pas des films à gags comme avant, quoi. Je veux toujours qu'il y ait des gags, parce que les films de Pierre Richard, c'est aussi des gags, mais je veux une vraie histoire. Et du coup, Zidi, quand il écrit son film, il lui propose ses idées de gags, il lui dit, Zidi, bah là, tu vois, le personnage fait tac, tac, et là, bang. Et Pierre Richard lui dit, mais pourquoi il y a le bang là? Bah, parce que ça va faire rire. Bah oui, mais c'est pas assez pour moi, il faut que ça aille un peu plus loin. Et du coup, Zidi se creuse le ciboulot pour vraiment, du coup, créer un univers autour, vraiment peaufiner son scénario, faire en sorte que ce soit pas qu'une séquence, qu'une chaîne de séquences de scénettes comme ça qui s'enchaînent un peu bête et méchante, mais vraiment de créer une vraie intrigue avec comme un puzzle, comme une suite de dominos qui se tomberaient les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'un gag va amener cette scène-là, et puis cette scène-là, et puis en fait, ça va donner une vraie, avec des rebondissements, avec une vraie intrigue, un peu comme dans les comédies des années 50, 40, quoi. Et du coup, donc Zidi se dit, bah ok, bah alors maintenant j'ai tourné en cinémascope, parce qu'avant c'était en format carré. Donc là, on va tourner maintenant avec un gros budget, avec des grands décors. Et là, cette fois-ci, j'ai pu prendre mon copain Paul Bonis en tant que directeur photo. Je vais prendre un plus grand directeur photo avec beaucoup de bouteilles. Donc, il va engager Henri Deca, qui était le chef-op de Melville, par exemple. Donc là, le style Zidi change à ce moment-là grâce à Pierre Richard, qui est d'ailleurs co-crédité en tant qu'auteur sur La moutarde de Montonnet. Et Zidi m'a dit, ah oui, alors ça, j'ai découvert 25 ans après. Il n'a jamais écrit pour La moutarde de Montonnet. Il m'a dit que c'était sûrement une façon pour les producteurs de rémunérer un peu autrement l'acteur en lui donnant des droits d'auteur, quoi. Et je pense que Zidi l'a découvert justement au renouvellement des droits d'auteur, où il a dû voir son nom, celui de Fabre, son co-scénariste, et celui de Pierre Richard. Il n'a pas écrit une ligne. Ça s'est fait un peu dans son dos. Mais finalement, Pierre Richard est quand même co-scénariste en ce sens où il a un peu guidé, quoi. Où il a un peu sorti de ces comédies à gags qui sont excellentes par ailleurs, mais qui lui ont permis vraiment d'explorer vraiment son univers, d'exploser. Je pense que sans Pierre Richard, je sais pas ce que serait devenu son cinéma. C'était une vraie chance de rencontrer les Charlots pour le lancer, pour justement faire ses gammes finalement, pour voir comment on arrive à monter des gags, comment on réalise ça. Et ensuite, Pierre Richard lui a permis de faire un plus grand cinéma, de développer des intrigues, et après ça l'a amené à Louis de Funès avec Les Loups à cuisses, et là c'est tout un cinéma vraiment grand spectacle, quoi. Et c'est là où son style a changé, c'est devenu après grand spectacle et puis format cinémascope comme je l'ai dit, et après ça l'a amené comme ça pendant toutes les années 70, quoi, finalement. Ouais. Mais
autant ça fonctionne, autant ça marche, et ça marche du feu de Dieu, vraiment. C'est des millions et des millions d'entrées. Et à côté de cela, commence à poindre une certaine critique qui ne lâche pas l'affaire, et qui, moi, je me souviens de certains articles, surtout sur les sous-doués en vacances. C'était des choses qui n'est pas son plus réussi. Ça, il faut peut-être. C'est vrai. C'est pas le meilleur. Voilà. Mais je me souviens de certaines critiques. Oui, non, ma critique préférée sur les sous-doués en vacances, c'était dans le Canard enchaîné, où il y avait pour titre les sous-doués en vacances, et en bas, juste une ligne, qu'ils y restent, point d'exclamation. C'est vraiment la critique la plus. Bon, il n'y a pas un gros travail d'analyse, hein, mais bon, c'est quand même drôle. Mais, de toute façon, il s'en fout, le film a aussi bien marché que le premier. Mais en tout cas, la critique, finalement, justement, ce que je développe dans mon livre, c'est que finalement, elle était pas si mauvaise que ça. C'est-à-dire, il y avait vraiment deux camps, les pro-Zidi et les anti-Zidi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment quand même une partie de la critique, même sur les films des Charlots, qui aimait bien quand même après, il ne parlait pas forcément de grand cinéma, mais il disait ça fonctionne, c'est efficace. Et même les anti-Zidi, qui étaient obligés de voir les Bidas s'en vont en guerre avec le public, parce qu'au bout d'un moment, Fechner, le producteur, et Berry, les producteurs, disaient bon, c'est plus la peine de le montrer aux critiques, ils descendent. Donc, s'ils veulent voir le film, ils vont le voir avec le public. Parce qu'une comédie aussi, c'est vrai que c'est mieux de le voir. Un film de Zidi, ça se regarde dans une salle remplie, quoi, avec des gens, avec le vrai public, le public du samedi soir. C'est ça aussi, le cinéma de Zidi. C'est un cinéma vraiment populaire, quoi. Donc, on regarde ensemble. Et c'est vrai que les critiques, par exemple, sur les Bidas s'en vont en guerre, les critiques disent bon le film est mauvais mais les gens rient, donc c'est que ça doit marcher. Et puis on n'a pas entendu beaucoup de répliques parce que souvent les rires cachaient nous empêchaient d'écouter les répliques, quoi. Donc ils disaient bon, pour nous c'est mauvais, peut-être que ça marche, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que les pro-Zidi et les anti-Zidi, c'est deux camps qui vont après s'inverser quand Zidi change de style. C'est-à-dire qu'à partir des Ripoux, sur un film comme Deux, par exemple, qui est une comédie dramatique, et les pro-Zidi deviennent les anti-Zidi et les anti-Zidi deviennent les pro-Zidi. C'est-à-dire que même quand il change son style de cinéma, il divise toujours Zidi. C'est ceux qui l'aimaient bien l'aiment plus, ceux qui l'aimaient pas, finalement commencent à l'aimer, quoi. Mais d'ailleurs, Zidi il règle un peu ses comptes avec les critiques, ce que j'explique dans le chapitre consacré à la critique, justement, avec l'aile ou la cuisse, qui est une séquence tout à fait étonnante dans son cinéma, surtout à cette époque-là, où vraiment c'était il y avait jamais d'émotion vraiment dans ces films. Il y avait toujours une petite atmosphère qui passe de nostalgie ou un esprit un peu flottant comme ça, mais jamais vraiment quelque chose de dramatique. Et là, il y a une scène dans l'aile ou la cuisse où justement Coluche balance un seau d'eau sur son père pendant la scène du cirque. Bon, je pense que tout le monde a vu le film, donc je vais pas, voilà. Oui. Mais et du coup, il y a une scène où justement le père reproche au fils. Donc le père, on peut dire que c'est critique, et le fils, c'est Zidi. Il lui reproche en fait de faire de la comédie. Il lui dit mais ça les fait rire ça. Donc t'es Le fils dit oui. Et là, De Funès prend le pot de crème. Il dit alors c'est dire que si je te lance ce seau à la tête là, ils vont rire. Ouais. Il le fait. Évidemment, personne ne rit. Et Coluche lui dit, ouais, mais il faut avoir envie pour faire rire. Et là, tout est dit. C'est-à-dire que les critiques n'ont pas compris ça. C'est-à-dire que si ces films sont drôles, font rire le public, c'est parce qu'il y a un vrai travail derrière. Il y a une vraie envie aussi, une vraie générosité, une vraie envie de faire rire, d'être amusant. Son cinéma est fait pour ça. Il est fait pour faire rire. Il n'est pas fait pour faire réfléchir. Donc, on peut réfléchir. Il a l'élégance de nous faire réfléchir, mais sans avoir l'air d'y toucher. C'est-à-dire qu'il va parler des problèmes écologiques, il va parler des problèmes au niveau des élections, il va parler de tous ces problèmes-là, mais sans avoir l'air d'y toucher, quoi. Et moi, je trouve ça assez élégant. Et cette séquence, justement, de l'aile ou la cuisse, vraiment résume bien ce que pense Zidi des critiques. Mais voilà, il y a quand même certaines critiques qui l'ont quand même, il n'était pas forcément tout le temps descendu, quoi. C'est un peu mentir. C'est pour ça que le chapitre relate un peu ça, parce qu'il y avait quand même des pro-Zidi, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il était plus atteint par les mauvaises, quoi. Et ça peut se comprendre, parce que les mauvaises sont tellement mauvaises que ça occulte un peu quand même une certaine frange de la critique qui quand même le soutenait, quoi. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'être soutenu par la critique. Une comédie, comme il dit, c'est pas festivalable. Ça peut pas aller au festival de Cannes, ça peut pas aller dans les festivals. C'est un film, le verdict, il est dans les salles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y va jamais dans les salles, parce qu'il a trop les jetons. Il a trop les jetons que personne rit devant son film, ou que personne n'y aille. Donc, quand un film sort de Zidi, lui, il part en voyage, il part très loin, très loin, très loin. Ça lui fout tellement les jetons, parce qu'on peut pas se dire mon film est réussi selon les critiques, parce que finalement, elles ne sont pas forcément toujours
toujours très sincères ou voilà très objectives quoi. Parce que elles sont sincères, mais elles sont pas vraiment objectives. Parce qu'ils partent avec un a priori. Alors que je pense que ça aurait été plus intéressant d'aborder ces films en se disant bon, il y a peut-être autre chose derrière. Et c'est dommage quand même que même les Prosidi n'aient pas fait un peu l'effort de se dire mais qu'est-ce qui fait que ça marche autant quoi? Pourquoi il fait autant de millions d'entrées à chaque film, un film par an, voire 2 films même par an, et qui cartonne toujours autant? C'est quand même c'est incroyable. C'est du jamais vu dans l'histoire du cinéma, à part à l'époque d'Une Belle ou de Verneuil. Et là encore, Zidi c'était vraiment le vrai scénariste. Que Une Belle et Verneuil, c'était ils écrivaient, mais c'était pas des vrais scénaristes. Alors que Claude Zidi, c'est un vrai scénariste finalement, un scénariste que pour lui, que pour ses films. Mais c'est lui qui a écrit quand même tous ses films. Un film par an, faut y aller quoi. Souvent, il écrivait son film, il avait même pas fini d'écrire le scénario que déjà les décors se montaient quoi. Le producteur lui disait écoute là, faut vite que tu finisses, que là on lance la construction des décors. C'est vraiment une époque où les films se faisaient à l'envers en plus. On a l'idée du film, ensuite Fechner disait bah ok bah tu veux faire ça, et ben on sort le film en octobre. Attends, j'ai rien écrit. Oh bah tu te démerdes, hein. On fallait faire tout ça très vite. Et du coup, ça l'a mis aussi dans un esprit créatif où Zidi, il avait vraiment la tête dans le guidon, quoi. Il était axé sur son cinéma, son cinéma, son cinéma. Et c'est peut-être ce qui a fait aussi que Bête mais discipliné en 79, donc au bout de 8 ans, bah, c'est un film qui est beaucoup moins réussi et qui s'est cassé la gueule, quoi. En plus, il y a une époque où Zidi, justement, il était mal avec sa femme, il avait des problèmes relationnels avec sa femme, ce qui donnera d'ailleurs l'idée des Rois du gag, avec Michel Serrault qui est conspué par sa femme, qui lui reproche d'être un gagman, d'être un gugus, plutôt que de faire des grands films. Ça, c'est quelque chose que Zidi a vécu, par exemple. Et du coup, ouais, c'est tout ça qui fait que sa relation voilà avec la critique et que le fait qu'il ait toujours la tête dans le guidon ait pu quand même finalement un peu modifier son cinéma. La première période se termine sur les Ripoux, puis ensuite il y a association il y a les rois du gag, on va dire ça. Voilà, exactement, une espèce de diptyque, puis il y a association de malfaiteurs jusqu'à 2003. 2003, les Ripoux 3, où c'est le dernier film en date de Claude Zidi. Qu'est-ce que vous pensez de cette dernière période, dans laquelle il y a quand même un film, qu'on va parler après, mais c'est quoi cette dernière période pour vous? Cette dernière période, donc oui, c'est comédie de genre, il mélange les genres. D'ailleurs, il fait un film assez, d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que True Lies, Cameron s'est intéressé à son film. C'est un film un peu sur le même principe. C'est un peu américain, finalement, de mélanger comme ça les genres. Parce qu'en France, on fait que des comédies burlesques, des comédies, on y va franco, alors que lui, il mélange ça avec un film d'espionnage pour la totale, avec un peu le polar pour association de malfaiteurs, mais c'est une dernière période où il fait moins de films déjà, où les films sont plus espacés dans le temps, il fait plus un film par an, et puis finalement en 84 pour les Ripoux, il a 50 ans, donc après il commence un peu à vieillir, à avoir d'autres envies de cinéma qui sont un peu moins en accord avec le public. Il faut savoir aussi que le public populaire du cinéma français disparaît au milieu des années 80. Au milieu des années 80, il y a Canal+ qui arrive, il y a une nouvelle façon de rire qui arrive aussi, c'est pour ça qu'il fait plus le même type de comédie non plus. Finalement, il suit les goûts du public, ils ne vont plus voir les comédies, c'est pour ça que des gens comme Philippe Clair ou Richard Balducci, Max Pécasse, tout ça, tout un cinéma disparaît. Et il n'y a plus que Zidi, Weber, lui, il est parti aux États-Unis. Il n'y a plus que Zidi, Poiret, et puis je sais plus qui d'ailleurs. Enfin bref, très peu. Et Houry, Gérard Houry, voilà. En gros, il n'y a plus que ça. Un nouveau réalisateur, il y aurait qui? Il y aurait Colin Serrault. Enfin, il y a tout un cinéma qui disparaît. Auquel Zidi participe finalement en faisant moins de films burlesques, populaires. Et puis après, il y a une connexion avec. Il avait le sens du public, Zidi. C'est-à-dire qu'il avait pas des convictions parce qu'il savait pas forcément si ce qu'il allait faire allait marcher, mais ça marchait. Il avait le sens du public et au bout d'un moment, il y a plus trop cette connexion, quoi. C'est-à-dire qu'il fait moins de films, c'est plus espacé, il vieillit, comme je disais. Du coup, cette deuxième période est peut-être un peu moins intéressante, surtout sur les derniers films où il est vraiment plus du tout en connexion avec le public. On atteste le film La Boîte. La Boîte, c'est un film qui était un film avec des jeunes, donc comme Les Sous-doués, mais on sent, c'est un peu comme les derniers films de Carnet ou ces films-là qui veulent faire des films sur la jeunesse et c'est fait par des personnes âgées et c'est plus du tout dans le coup, quoi. Il est plus en connexion, quoi. La Boîte, en plus, je sais pas pourquoi, son cinéma est devenu un peu plus vulgaire, un peu plus grossier, notamment avec Arlette, avec Balasco, où d'un seul coup, il y a des scènes, même des scènes de sexe très triviales, qu'on ne voyait pas avant dans ses précédents films. Dans ses premiers films, c'était des films vraiment tout public. Et là, on part dans une sorte de grossièreté assez qui met quand même mal à l'aise. Et je pense qu'en fait, oui, il a plus la connexion avec le public. Je pense qu'il aurait dû renouveler son équipe de scénaristes.
C'est-à-dire que ces derniers films, il les a fait avec ces mêmes scénaristes avec qui il travaille depuis quasiment toujours, depuis les années 80, Kaminka et Simon Miquel. Et du coup, je pense qu'il aurait dû peut-être renouveler ses scénaristes. C'est ce qu'il a voulu faire après Ripou 3. Après Ripou 3, il devait faire un film écrit par Fred Cavaillé, qui est le réalisateur de Pour elle, À bout portant, et qui avait commencé à faire des comédies. Il avait écrit une comédie pour Zidi, et qui ne s'est pas faite. Le Zidi n'a pas réussi à monter le film, les acteurs lui disaient non. Donc Zidi m'a dit bon, il doit pas être bon finalement le scénario, et tout le monde m'a dit non. Mais en tout cas, ce qui était bien, c'est qu'il essayait de renouveler un peu la machine, quoi, c'est-à-dire de prendre des nouveaux scénaristes. Et finalement, bon bah ça s'est pas fait, et puis sa carrière s'est arrêtée sur Ripou 3. Bon, il n'arrivait plus à trouver de financement, puis je pense qu'il avait fait quand même 25 films. Bon, au bout d'un moment, voilà. Et puis il avait aussi une affaire de plagiat où on l'accusait d'avoir plagié un film pour la totale, et du coup c'était un long procès qui l'a beaucoup fatigué, et je pense que ça l'a fait arrêter. Et voilà, donc cette deuxième période est un peu moins intéressante sous cet angle-là. Il aurait dû renouveler son équipe de scénaristes, je pense. En 89, il fait c'est en 89, je crois qu'il fait deux. Ouais. C'est quoi ce film? C'est cet objet filmique non identifié dans la filmographie de. Je me souviens, enfin je me souviens non, je me souviens pour l'avoir écouté il y a quelques années, mais j'avais 14 ans à l'époque, donc je ne pouvais pas écouter ce genre d'émission. Microfilm, l'émission de Serge Danet sur France Inter. Il invitait à ce moment-là Jacques Rivette. Ils étaient en train de discuter de choses et d'autres. Et je ne sais plus comment ça se passe, mais ils finissent par parler des journalistes critiques, certains qui ont tendance à mettre dans des catégories des auteurs sans se soucier que peut-être ces auteurs peuvent faire des films différents. Et ils finissent par parler de deux. Et les deux d'ailleurs, pour le coup, se rejoignent en disant que c'est un film incroyable, étonnant, et que c'est très très incroyable. C'est Rivette et Dany qui commencent à parler de ce film-là en disant que c'est juste pas possible qu'on évite ce film parce que Claude Zidi, qu'on a tendance à, et qu'on a finalement qu'ils n'avaient rien compris. Et deux, c'est vrai que c'est un film incroyable, impressionnant, qui n'a pas du tout marché. Et quand on l'écoute parler de ce film, il dit bon bah je me suis trompé, passons à autre chose. Mais je suis bien sûr. Mais oui, j'en suis. Mais on le sait ça, s'il l'a fait, c'est sûr même. Mais comme pour lui, le verdict c'est le public vu qu'il n'a pas marché. D'ailleurs, j'avais retrouvé une interview de lui, je crois, c'était dans les Cahiers du cinéma. Alors d'ailleurs, quand il a vu les Cahiers du cinéma, Nouvel Obs venir chez lui, alors qu'il détriait ses films. Il a eu peur. Ouais, il dit le film va se planter, ça n'a pas loupé. C'est vrai ça, c'est pas mal ça, je trouve. C'est une belle blague, c'est une belle vanne. Et il est chaud, il s'est dit oh là, on va droit au. Par contre, il va faire des festivals, ça c'est clair. Bah merde, j'aurais probablement pas de festival, je pense. Oui, et du coup, donc tout ça pour dire quoi? Oui. Donc les Cahiers du cinéma et tout, et il se dit, il a fait comme pour les Ripoux, c'est-à-dire qu'il fait deux, et il se dit, oh là, ça va peut-être pas marcher, je vais faire Ripoux contre Ripoux derrière. Parce que vu que les Rois du Gag se sont plantés, mais les Ripoux m'ont aidé, je pense que les Ripoux, là, ils vont m'aider encore, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement, d'ailleurs. C'est deux il s'est dit, clairement, dans cette interview des Cahiers du cinéma, si deux fonctionnent, la suite de ma carrière changera. Mais il le dit texto. Il dit, j'ai essayé de continuer dans cette voie, on va voir si ça marche. Mais en attendant, je fais Ripoux 2. On va voir ce que ça donne. Et Ripou 2 a bien mieux fonctionné que 2. Ripou 2, ça fait plus de 2,5 millions d'entrées. Ce qui était les chiffres de Ripou 1 avant les Césars, parce qu'après les Césars, ils ont gagné le double. Il a doublé la mise. Et du coup, bon, bah, c'est pour ça que sa carrière cette deuxième période est moins intéressante, parce que 2 n'a pas marché. Et quel dommage, quoi. Parce que 2, c'est un film où, c'est, un film sur l'amour, mais la vision de Zidi sur l'amour, sur les relations homme-femme. C'est-à-dire le principe de précaution appliqué aux sentiments. C'est-à-dire qu'on se met avec quelqu'un qu'on aime, et ben on va faire un contrat. Voilà, on va établir un contrat où le sexe ce sera comme ça, la répartition du budget ce sera comme ça, les enfants ce sera comme ça, un contrat comme deux hommes d'affaires. D'ailleurs, c'est une très belle scène où ils sont au Royal Monceau, où ils louent une suite, et puis ils font un contrat, quoi, comme deux hommes d'affaires, quoi. C'est vraiment, genre, c'est des personnes qui ont 40 ans, 30-40 ans, ils ont tellement vécu de choses, ils ont tellement été déçus, que là, ils se disent, bon, maintenant, on va plus déconner, on va faire comme ça. Voilà. On va se donner des termes, et puis, on ne bouge pas du cadre, quoi. Et c'est un film très beau parce que finalement, il montre que ça ne marche pas comme ça, mais que ça marche que sur les sentiments, les vrais sentiments. C'est-à-dire qu'il faut que ça arrive jusqu'au drame, jusqu'à la séparation, par un événement impromptu. C'est un incendie dans un restaurant.
qui va faire que finalement, il aura fallu cet événement dramatique qui a failli leur coûter la vie. En plus, au moment où ils rompaient, c'est-à-dire que c'était une séquence de rupture où ils disaient, bah voilà, on arrête, on ne se marie plus et on se quitte là parce qu'en fait, nos vies ne sont pas, elles peuvent pas être, on peut pas vivre ensemble. Et il faut qu'ils aient incendie, qu'ils aient failli se perdre, là, qu'ils se disent, bon, bah finalement, on va faire un enfant. Et ça, c'est quelque chose qu'il a vu aux infos. Zidi, en fait, il a vu, il y avait un naufrage et ils interviewaient les rescapés. Et il y avait un couple de rescapés qui disait, bah écoutez, nous, on est venus faire cette croisière et on se séparait. Et puis finalement, là, on a failli mourir, on était chacun de notre côté, et puis on s'est retrouvés là sur le quai, quoi. Et le journaliste leur a demandé, et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Et ben, on va faire un enfant. Et donc à la fin du film, justement, et il y a un enfant qui naît. Ils ne sont plus 2, ils sont 3. Et du coup, c'est la fin du film. Et c'est vraiment un film très beau où justement, vu que, en fait, le problème aussi avec les réalisateurs de comédie, on dit que ce ne sont pas des réalisateurs formalistes. Ce qui est vrai finalement, c'est-à-dire qu'une mise en scène doit s'effacer, la mise en scène doit mettre en valeur le gag. Et comme Zidi, c'est lui qui écrit ses gags, il sait dès l'écriture comment il va cadrer le gag. Et il faut pas voir la mise en scène. Si on voit la mise en scène, on voit pas le gag, on voit pas, on n'écoute pas la bonne punchline, on n'est pas sur le comédien. Du coup, c'est pour ça aussi que les critiques finalement conspuent un peu le cinéma de Zidi en disant il y a rien devant, il y a rien sur l'écran. Ben si, il y a le gag justement. Et là, avec comme il y a plus de gags à filmer, et ben là, il peut devenir un peu plus formaliste. Et comme c'est un film sur les sentiments, c'est un film vraiment où il peut se permettre une mise en scène en poulet, et ben là, ça y est, il va prendre la Luma. Donc c'était une immense grue, par exemple, pour faire des plans géniaux. Par exemple, sur le plan du couple comme ça qui se sépare, il démarre sur eux, et hop, la Luma monte, et comme ça on est en hauteur sur eux, et ils se séparent, et comme ça on peut voir la séparation des deux personnages. Il y a aussi un plan magnifique où Depardieu est sur un pont à l'aube. Il est sur la droite du cadre et on voit l'eau qui bout, donc c'est un peu comme si c'était finalement ses idées son esprit qui bout parce qu'il sait pas s'il va se mettre avec cette femme ou pas. Il est à l'aube, donc c'est-à-dire qu'il est à l'aube d'une nouvelle vie et puis finalement la séquence d'après, il la demande en mariage. Donc c'est une mise en scène vraiment où là Zidi peut se permettre des choses un peu plus, des envolées un peu plus lyriques quoi finalement. Ce qu'il pouvait faire déjà la fin des Ripoux avec cette grosse nappe de brouillard où Noiret sort de prison, il pense que son ami l'a abandonné, donc il est dans un grand brouillard où il est vraiment, où son avenir est incertain. Et puis Thierry Lhermitte finalement arrive et lui dit, bah voilà, je t'ai acheté un bistrot, ce canasson il est pour toi. Et finalement, l'argent du butin qu'on a volé, que tu croyais que j'avais gardé pour moi, bah non, on se le partage, quoi. Et là, d'un seul coup, cette nappe de brouillard qui symbolisait un avenir incertain, maintenant, ça symbolise la rêverie, le fantasme, quoi. Donc, il y avait quand même, voilà, il y a un petit côté, quand Zidi devient formaliste, moi, je trouve ça exceptionnel, je trouve ça vraiment formidable. Et c'est quelque chose que j'aurais bien voulu lire un peu dans les critiques. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis d'écrire le bouquin, pouvoir proposer ces petites pistes d'analyse, quoi. Le bouquin est édité chez Leitmotiv, je répète, c'est le cinéma de Claude Zidi, fou, insolent et facétieux. Bien évidemment, dans le descriptif de cette page YouTube, il y a un lien qui renvoie directement à une page dans laquelle vous trouverez ce livre. Et procurez-le-vous parce qu'il est vraiment intéressant, même pour celles et ceux, tout comme moi, qui sont pas forcément, qui sont plus ou moins sensibles à son cinéma, même si je considère vraiment comme un film extraordinaire. Mais moi, ça m'intéressait d'une part de le lire et d'autre part d'en parler avec vous, parce que je pense qu'il faut pas s'arrêter. Quand on a peut-être 15-20 ans, on peut continuer à être un peu intégriste, mais il y a un moment, il faut peut-être revenir sur certaines choses. Non pas forcément apprendre à aimer, mais au moins comprendre et contextualiser. Tenez, avant de vous laisser, il y avait une question que je voulais vous poser. C'était par rapport au contexte économique. Dans les années 70, jusqu'en 85, des succès incroyables. C'était quoi le contexte économique de la France à ce moment-là qui fait que les spectateurs allaient au cinéma souvent et voyaient beaucoup les films de Zidi? C'est quoi le rapport à la France à ce moment-là durant cette période? C'était un peu la merde, hein. On peut le dire. À partir de 73, en fait, 71, 72, encore ça allait, c'est-à-dire on était encore dans les 30 glorieuses et tout, c'était vraiment le plein emploi, tout ça. Donc c'était la jeunesse qui allait pour se marrer parce qu'il y avait une bonne ambiance finalement en France, quoi. C'est-à-dire que en plus c'était les Charlots, ils arrivaient à réunir toutes les générations parce qu'on peut se dire c'est la génération 68, les Charlots. Pas du tout, parce que c'est des jeunes qui sont pas du tout, qui sont pas le point levé, qui veulent rien révolutionner, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont juste contre l'autorité. Et ça, être contre l'autorité, ça plaît autant aux jeunes qu'aux vieux. Donc c'est pour ça qu'ils ont pu rassembler. Et après, à partir des années 73, c'est là où vraiment il y a eu
un problème économique évident en France qui ne s'est jamais arrangé, même avec l'arrivée de la gauche dans les années 80, malheureusement. Et du coup, le public, oui, avait besoin de rire, besoin de s'amuser. Et Zidi a répondu à ce désir-là. De toute façon, les films n'ont jamais aussi bien marché que quand c'est de la merde. Donc, il y a qu'à voir un peu avant la fermeture des salles. Là, avant le Covid, ça battait son plein, quoi, parce que c'était la merde, les gens sont malheureux, et du coup, on va au cinéma pour oublier, pour se divertir. Et Zidi était là pour ça, quoi. Donc, il n'y a pas de secret, c'est toujours comme ça. Édition Leitmotiv, je répète, au cinéma de Closédy, Thibaut Descoster qui était avec nous, fou, insolent et facétieux. Merci beaucoup, Thibaut. En tout cas, c'est très agréable de vous entendre. Non, bah, merci à vous. Et juste, si je peux me permettre, juste un petit mot, parce que c'est vrai que Claude Zidi avait réalisé, en fait, il a son dernier film, c'est Ripou 3, et après, il a co-réalisé un téléfilm début année 2010 avec son fils Julien Zidi, qui nous a malheureusement quitté il y a peu de temps. Et voilà, je voulais juste m'accorder une petite pensée à Julien Zidi, à sa famille, voilà, pour voilà. Bon, on finit sur une note pas très, voilà, mais voilà, juste une petite pensée pour sa famille et pour Julien Zidi, avec qui il a partagé sa dernière réalisation. Finalement, en plus, c'est un beau geste parce que c'était la première réalisation de Julien Zidi pour la télé. Ensuite, c'est devenu un très grand réalisateur de téléfilms et de séries télé. Et c'est un peu Zidi qui était là pour faire la caution, quoi, dire bon, le tournage se passera bien, celui-là. En gros, Zidi n'a pas fait grand-chose, était plutôt là un peu derrière pour épauler son fils, surtout par rapport à la production. Et du coup, voilà, juste une petite pensée pour Julien Zidi et sa famille, quoi. Voilà. Eh ben, c'était prévu qu'on termine là-dessus. Il était prévu qu'on en parle, mais de manière assez. Et d'ailleurs, bien évidemment, je ne peux ne pas saluer un confrère youtubeur, pardon, à qui, bien évidemment, je lui dédie cette émission. Zoltan, toutes nos pensées. Voilà. Merci beaucoup, Thibaut. À très vite. Je sens qu'on va peut-être se retrouver un jour dans une autre émission pour parler peut-être d'autres cinéastes français. Je crois que j'ai ma petite idée. Ce fut vraiment agréable. Merci à vous. Et puis, comme on dit, génique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.